Alain, il faut que je mette mes lunettes. Frémio. Donc, première question pour Bernard Christophe. Christophe, oui. Au début de votre exposé, vous avez parlé d'un médecin américain qui vous a demandé de travailler sur un traitement, si j'ai bien compris. C'est ça. Qu'ont produit vos recherches et est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. Donc l'objectif de ce médecin qui m'a parlé pour la première fois de la maladie de Lyme qui commençait à faire des dégâts aux États-Unis m'a demandé en tant que phytoaromathérapeute s'il n'y avait pas éventuellement des huiles essentielles susceptibles à la fois de tuer les tiques et de tuer les éventuels borrélies lors de la morsure. J'ai dit ok, je vais étudier le sujet. Alors j'ai compulsé tous les bouquins d'aromathérapie que j'avais. À l'époque, je connaissais même... avant j'avais déjà connu Dr Jean Valnet, qui était connu, docteur nature, et qui a écrit des livres sur la phytothérapie, l'aromathérapie. Je connaissais aussi Pierre Francôme et docteur Pénoël, qui ont écrit un super livre d'aromathérapie qui s'intitule « L'aromathérapie exactement ». Donc j'ai essayé de fouiller pour trouver les huiles essentielles qui contenaient les principes actifs qui pouvaient donner le spectre le plus large, un spectre antibiotique le plus large possible. Et j'ai donc mélangé différentes huiles essentielles pour couvrir ce spectre. Et on a testé ce produit d'abord sur des animaux. J'ai eu 2 cas de chiens qui étaient condamnés par le vétérinaire. Et au bout de 3 semaines, ils étaient guéris. Donc, on s'est posé la question si après, on ne pouvait pas essayer au moins à titre préventif, de tester le produit chez les forestiers, les chasseurs. Et on a fait l'expérience, c'est-à-dire tous ceux qui mettaient ces huiles essentielles sur la tique, ça tuait la tique en moins de 2 minutes. On retirait la tique et après, je leur demandais de mettre 2-3 gouttes sur un coton et de l'appliquer sur la morsure. Ces gens-là n'ont jamais fait d'érythème migrant. Curieux, parce que si une tique est infectée, chez 50% des personnes, ça donne un érythème migrant si elle est infectée. Donc on s'est dit, il y a quand même une action apparemment contre les borrélies. Je suis allé voir à l'hôpital justement le professeur Jolac, qui m'a dit, mais monsieur Christophe, vous n'êtes pas laboratoire pharmaceutique agréé en vue d'une AMM, c'est une étude qui coûte très cher, donc il faut financer notre labo. Et j'ai dit, écoutez, je n'en ai pas les moyens, je ne suis pas une multinationale, donc moi je vous demande simplement une expérience, c'est sur une culture de borrélie, vous testez le produit, vous mettez une goutte sur une rondelle de buvard, et on voit si ça inactive les borrélies. Ce serait un test déjà intéressant au départ. Donc il a été refusé par ce professeur. J'ai rencontré également le professeur Christman pour éventuellement tester chez des malades où de toute façon ils avaient déjà eu 2 ou 3 antibiothérapies qui avaient échoué. Et j'ai dit, vous pourriez peut-être essayer. On verra bien ce que ça donne. On ne peut pas faire de mal. Et également refus de sa part. Pour les mêmes raisons, je ne suis pas laboratoire pharmaceutique agréé. Vous savez, vous avez intérêt à avoir quelques milliards derrière vous pour passer laboratoire pharmaceutique et obtenir une autorisation de mise sur le marché d'un produit. Donc, j'ai laissé tomber tout ça. J'ai dit, la voie officielle est fermée. Je fais mes expériences. Je continue à faire mes expériences avec des chasseurs, des forestiers. Et c'est là qu'un vétérinaire m'envoie une dame qui avait 2 juments qui étaient infectées et qui était condamné par le vétérinaire. On a dit, qu'est-ce qu'on risque? On a utilisé ce mélange d'huile essentielle. Au bout d'1 mois, elle me dit, les analyses qui sont revenues sont très positives, la sérologie est nettement meilleure, et l'état général de la jument va beaucoup mieux. Et au bout de 3 mois, les 2 juments étaient quasiment guéris. Ce qui a fait qu'un naturopathe me demande, si c'est efficace chez les animaux, est-ce qu'on ne pourrait pas tester chez l'homme? Vérifie d'abord si ça ne présente pas de toxicité. Donc,
j'ai regardé une huile essentielle après l'autre, les différents principes actifs contenus, et j'ai dit aux doses normales utilisées, ça ne peut pas présenter de toxicité. Et donc on a essayé sur des êtres humains qui avaient déjà subi des antibiothérapies, et c'est là que j'ai reçu des centaines de témoignages comme quoi il y avait des résultats très positifs. Moi-même, je prends, et je connais des centaines de clients qui sont intéressés par le produit, mais vous savez qu'il a été interdit à cause de la présence d'huile essentielle de sauge officinale qui contient de la thuyone. C'est vrai que je savais que ça contenait de la thuyone, comme les boissons à l'absinthe dans le temps qui ont été interdites aussi, mais l'AFSAPS avait décrété, sur la base de certains travaux, que la dose maximale journalière ne devait pas dépasser 4,8 mg. Or, selon les analyses qu'ils ont faites sur mon produit, j'étais à 5,2. Donc, entre 4,8 et 5,2, je leur ai proposé la chose suivante. Je baisse le dosage pour atteindre les 4,8 ou 4,7. Et à ce moment-là, vous autorisez le produit. Ah non, c'est hors de question, ça se passe devant les tribunaux. Ok, donc le produit a été interdit, mon labo a été fermé. Tout aussi, de la même manière, tout aussi brutal que le laboratoire de Viviane Chalère, parce que dans ce domaine-là, il ne faut pas toucher. D'ailleurs, le laboratoire qui a découvert pour la première fois le fameux test de la goutte épaisse, c'était à Oslo. C'est un laborantin qui avait oublié une lame avec une goutte de sang, qui avait oublié la lame pendant le week-end, alors que normalement, il faut qu'il la jette, que ce soit détruit, incinéré. Et en revenant le lundi, il a la curiosité de reprendre cette lame. Et là, il voit les globules rouges qui sont en train de se déshydrater, donc ils sont crénelés, et il voit sortir des borrélies de ces globules rouges. Et donc, c'est de là qu'est parti d'ailleurs ce test de la goutte épaisse. Voilà, grosso modo, un peu un historique. Et le laboratoire à Oslo a été fermé dans le mois ou les 2 mois qui ont suivi la publication. Donc, officiellement, on ne veut pas parler de Lyme. Merci. Alors, j'ai une question de... Oui ? C'est clair. Alors, j'ai une question de Anne Koenig. Ah bon. Parce que dans la foulée, j'ai été aussi condamné pour empoisonnement. Hein. Mais comme il n'a jamais pu prouver que c'était toxique, on a juste présenté un test qui a été fait par un professeur à Strasbourg en disant qu'1 litre de TikTox contient 14 grammes de thuyone, donc c'était un toxique, effectivement 14 grammes est toxique, sauf qu'1 litre de TikTox, ça représente 2 ans et demi de traitement. Alors vous prenez n'importe quel traitement, même l'eau du robinet, vous prenez ce programme. On ne peut pas avoir le volume de 2 ans et demi, mais vous prenez n'importe quoi et vous mourrez. Voilà. Encore autre chose, hein, donc parce que ça n'a pas le droit de le dire, ils se sont trompés dans les dosages, dans les calculs de dosage. Et ça, c'est très grave que le ministère, les gens qui sont amenés à vous condamner, vous condamnent sur de faux calculs, sur des erreurs de calcul. Voilà. Alors, oui, j'ai une autre question. Là, on va passer peut-être à un autre sujet. Anne Koenig, elle est où ? Là, voilà. Donc, une question pour le docteur Lallemand. Donc, ça fait un certain temps qu'on se connaît et puis que je fais traiter. Et que ces derniers temps, ça fait 2 mois que je souffre l'enfer, que je ne dors plus la nuit. Dès que je vais au lit, c'est l'horreur, quoi. Et bon, effectivement, j'avais arrêté le régime que vous m'aviez prescrit. Et ben voilà, et je pense que c'est dû à ça, c'est clair, mais est-ce qu'il peut vraiment de nouveau recommencer de plus fort que ce que j'avais jusqu'à présent? Vous n'avez pas compris? Non. Oui. Donc je recommencer quoi, le traitement? Oui, c'est-à-dire que pour vous soulager. C'est-à-dire que j'avais arrêté le traitement et alors donc j'ai eu 3 fois ou 4 fois plus de douleurs et de problèmes, et pendant 3 mois maintenant je vais plus, je dors plus ni rien. Alors est-ce que c'est dû parce que le Lyme reprend de nouveau plus fort, quoi?
parce que ça c'est un cas de figure assez fréquent, hein, surtout dans les premières années où j'ai commencé à traiter les gens. Quand ils se sentaient mieux, ils ont arrêté. Souvent beaucoup trop tôt, après 2 mois, 3 mois, après 2-3 flacons souvent de traitement, ils ont arrêté parce qu'ils se sentaient mieux. Et les gens revenaient quelques mois ou 1 an après en rechute. Et la rechute est parfois plus forte qu'au début, effectivement. Là, en début d'année, la première semaine où j'ai repris le travail, j'ai vu, j'étais un peu désolé parce que pas mal de gens venaient et pleurnichaient. Alors j'ai dit, qu'est-ce qui se passe là? Mais en fait, c'était que des gens qui ont bien vécu les fêtes, hein, qui n'ont jamais respecté aucune des consignes. Alors, avec le sucre, les produits laitiers, le gluten et tout ça, les fromages et tout, les gens étaient en crise douloureuse. Là, heureusement, la 2e semaine, la 3e semaine, maintenant cette semaine, c'était la 4e semaine du mois de janvier, les gens se portent beaucoup mieux, quoi. Petite parenthèse, il faut savoir que les borrélies trouvent leur énergie dans les sucres. Donc, plus vous consommez de sucre, plus les borrélies sont contentes et vont proliférer. Ça doit être pareil. Ça doit être pareil. Mais le sucre blanc, le sucre glucose. Ah oui. Stevia, c'est autre chose, oui. Bon, j'ai une question. Sucre... Oui, allez-y. Non, ça y est, j'ai une question de l'un de vos confrères, donc médecin, docteur Lutz, c'est ça, Véron Lutz. Oui, bonsoir. D'abord, pas une question, mais une observation. En tant que médecin généraliste, je me sens tout à fait isolée. Je ne sais pas s'il y a d'autres médecins généralistes dans la salle, mais nous sommes isolés parce que déjà notre métier, on est des terminus, on est dans des villages, des villes, et on peut se relier aux enseignants si on participe à des formations. Et bien même dans les formations, on peut être totalement isolé. Le 15 novembre 2014, il y avait les Journées médicales de Strasbourg, et une des conférences était faite par le professeur Christmann. Le titre était « La maladie de Lyme peut-elle être chronique ?» Très intéressant, j'étais ravie d'aller l'écouter. Son temps de parole était de 40 minutes. Pendant les 30 premières minutes, il nous a parlé du virus Ebola, avec des diapos, tout ça. Ça ne nous intéressait pas, dans la mesure où ça nous concernait très peu. Et bien, les 10 minutes restantes, c'était pour le Lyme. Ensuite, ça a été tellement péremptoire, conclusif, qu'on ne pouvait pas intervenir. Comme, heureusement, on avait droit à des questions. Quelques médecins généralistes ont dit « mais nous avons des patients qui souffrent. Nous avons aussi une pression de la part des patients. Ils nous demandent de trouver le diagnostic, de trouver des traitements et on ne sait pas quoi faire. » Alors ça a été aussi éludé du genre vous leur donnez des traitements antidouleurs et puis de toute façon après si le test est négatif, c'est pas le Lyme. Donc j'ai posé la question de la PCR. Ah non, ne vous occupez pas de ça, vous vous occupez de l'ELISA. Bon, évidemment, je ne pouvais pas raconter tout ce que je savais sur le procès en cours. Donc, on se sent très isolé. J'ai mon voisin dans la rue qui a fait des énormes douleurs depuis juillet 2014, des énormes douleurs du dos. Sur place, il était dans le Massif central à ce moment-là, il est allé consulter, il a été hospitalisé 2-3 jours, on n'a pas trouvé. Il est rentré en Alsace, il finit par venir me voir après avoir été voir le rhumatologue qui ne trouve pas, lui donne des anti-inflammatoires. Moi, je me demande ce que c'est et finalement, je l'envoie en rhumatologie à Strasbourg-Haute-Pierre. Il revient, alors il a eu scanner, IRM, tout ce qu'il faut, et on ne trouve pas. Je finis, puisque dans la lettre de sortie, on ne parle pas du Lyme, je finis par téléphoner directement au médecin. Vous n'avez pas fait le Lyme, c'est pas normal, c'était quand même à chercher. Alors il fait revenir le patient. On lui fait le Lyme, 7 bandes positives au Western blot, dont le VLSE, enfin tout ce qu'il fallait. Eh bien, au bout de 8 jours, le patient avait, lui, une lettre, moi je n'avais rien. Curieusement, cette lettre, elle m'était adressée, avec son adresse, mais moi je n'ai pas eu cette lettre, où on disait en 4 lignes que ce n'était pas un Lyme et qu'il ne fallait pas le traiter. Donc, on se sent
très très isolé. J'ai appelé un rhumatologue pour une autre personne à qui j'avais fait faire le questionnaire du docteur Horowitz, l'américain, ce questionnaire qu'on trouve dans son livre. Elle avait 84 points, ce qui est énorme. J'appelle le rhumatologue pour voir si on ne pouvait pas faire une PCR dans sa hanche parce qu'elle avait mal, très mal. Ah non, c'est pas un Lyme, etc. Donc, encore une fois, on n'est ni crédible, on se sent seul, on n'a pas de formation parce qu'on est barré de toute façon avec ce test ELISA. Donc, on patauge, on fait comment? Et puis, aussi, eh bien, une grande partie de la patientèle ne peut pas se payer 200 € par mois de traitement. Et moi, personnellement, ça me rend assez triste. Mais c'est juste un constat. Personne n'a de solution. Juste une petite précision de nouveau. Des solutions, il en existe et elles dépendent également des patients. Horowitz a dit à Strasbourg l'année dernière, non la première année, aux États-Unis, ils ont gagné la partie à partir du moment où les patients se sont révoltés. Et il n'y a que cette solution. Il faut imposer aux autorités françaises la réalité. Et puis pas le blablabla, ni la langue de bois des députés, ni la langue de bois, ou bien la désinformation de certains experts. Parce que donc c'est vraiment triste en France, c'est qu'il y a effectivement cette recommandation de 2006, le consensus de 2006, qui est une véritable dictature, alors qu'en fait, ce n'est qu'une simple recommandation, des conseils pour traiter. Or, est-ce que tu as parlé de l'origine? Ah, oui, alors, une question complémentaire. Le malade aujourd'hui atteint de la maladie de Lyme, ou qui ne sait pas s'il l'a ou pas, qui se retrouve face à un médecin, soit perdu, comme on l'a vu avec Dr Véron Lutz, soit qui refuse de soigner la maladie, comme on devrait le faire, c'est-à-dire simplement par quelques antibiotiques, que doit-il faire? Où doit-il aller? Ce soir, en rentrant, bien demain, mettez-vous devant votre ordinateur et bombardez de lettres tous les députés que vous connaissez. Mardi, on a un rendez-vous avec le professeur Perron, avec les députés, pour les baratiner encore un peu. Et jeudi, il y a un vote, ou vendredi, jeudi, un vote sur la maladie de Lyme. Alors, il faut faire la pression sur les députés, sur vos députés, et dire qu'ils contactent leurs copains ailleurs dans d'autres régions, parce qu'on est la région la plus touchée de France, et on espère au moins que, pour une fois, la droite et la gauche s'unissent pour donner une seule réponse. Il faut voter cette loi, et il faut faire passer le message, il faut faire pression sur eux. Si cette loi passe, comme en plus il y a eu cette commission Zilberman qui commence à nous donner raison, ça peut changer les choses très rapidement. Mais ça dépend de vous également. Bon, on va essayer d'organiser ça. Alors je passe le micro à Madame la Comtesse Christian d'Andle-Hombourg. Oui, alors, j'ai un fils, bien sûr, qui a été piqué par une tique et qui a eu un test à Paris, donc je suppose pas le bon. Je vais quand même me renseigner en rentrant. J'aimerais savoir, nous avons aussi des animaux à la maison, et nos animaux sont tous vaccinés contre la maladie de Lyme. Alors, est-ce que c'est une escroquerie ou des vétérinaires, ou alors est-ce que c'est simplement une protection du grand capital des laboratoires qui ne veut pas que les humains soient vaccinés? Je n'en sais rien, je finis par me poser plein de questions, sûrement très bêtes, mais je trouve que c'est anormal que les animaux soient vaccinés, pas les humains, si toutefois ce n'est pas une escroquerie. Voilà. Alors, je peux vous répondre que le vaccin contre la borréliose de Lyme n'existe pas. Vu la complexité de toutes les variétés de borrélie qui existent, on n'a pas encore trouvé de vaccin qui puisse couvrir toutes ces variétés. Par contre, il existe un vaccin pour le virus de l'encéphalite attique. Et je suppose que vos animaux sont peut-être vaccinés contre ce virus. Et effectivement, ce vaccin existe aussi bien pour les animaux que pour l'homme. Voilà. Mais ce vaccin contre le virus de l'encéphalite a été testé en Autriche et on estime qu'il n'est pas non plus efficace à 100%, loin de là.
puisque ça a été testé sur les forestiers, les chasseurs, etc. Bon, autre chose, moi personnellement, je pense qu'il n'existera jamais un vaccin contre les borrélies. Pour la bonne raison, c'est leur propriété particulière, parce qu'elles sont capables de fabriquer des protéines de surface voisines des tissus où elles se trouvent, ou alors de changer de manteau. Ce qui fait qu'aucun vaccin ne sera efficace. Il a existé un vaccin des laboratoires Baxter, il y a une dizaine d'années, je crois, qui a fait 80 000 victimes. C'est-à-dire, à la suite du vaccin, il y a eu 80 000 personnes qui ont eu des polyarthrites à cause du vaccin. Donc, il n'a jamais permis d'éradiquer la borréliose. Alors, c'est fini, donc je vais passer le micro à Monique Herkel. Voilà. Je viens d'apprendre que j'ai la maladie de Lyme, juste c'était mon cadeau de Noël. Voilà. Donc c'est en hommage à M. Christophe Bernard, qui lors de sa dernière conférence sur Colmar le 28 novembre par le groupe Santé, est venu nous faire cette conférence. Et moi, en tant qu'infirmière, je n'avais jamais fait le lien avec les symptômes que j'avais, c'est-à-dire que je suis réveillée toutes les heures, comme une horloge, et ça depuis 4 ans. Et c'est seulement depuis 3 mois où je commençais à avoir des douleurs atroces dans tout mon corps, notamment dans le genou droit, que j'ai dit à mon mari, là il y a autre chose. Et j'ai tout de suite pensé à Lyme. Et synchronicité des événements font que M. Christophe Bernard est venu sur Colmar. Suite à ça, effectivement, j'ai envoyé du sang en Allemagne, parce que mon médecin traitant, quand je lui en ai parlé, il m'a dit « Oh, comment il m'a sorti ça? N'en faites pas toute une histoire, voilà, c'est pas si grave que ça, c'est certainement autre chose, c'est dans la tête que ça se passe, voilà. » Et donc, suite à ça, donc, les résultats, il a voulu les vérifier chez nous. Donc, j'ai fait un Western Blot qui, effectivement, est revenu positif. Alors, j'ai bien compris qu'il n'est pas totalement complet. Et donc, j'ai 2 souches, la Burgendorferie et puis la Garini. Donc, en lisant le livre du docteur Horowitz, j'ai bien compris que c'était la Garini qui me réveillait toutes les heures. Maintenant, je m'interroge, parce que c'est vrai que depuis Noël, j'ai quand même énormément lu et cherché. J'ai lu les 2 livres qui sont là de Dr Horowitz et de Madame Judith Albertin. Quand je vois le parcours de Judith, je vois quand même qu'elle n'a pas échappé au traitement des antibiotiques. Et c'est là où je m'interroge. C'est vrai que je deviens un petit peu, je ne veux pas dire impatiente, mais ça fait tellement longtemps que je ne dors pas, aucun traitement ne m'aide, et maintenant j'ai des douleurs. Non seulement je ne dors pas la nuit, maintenant j'ai des douleurs la journée. Donc je me dis, quand je vois le parcours de ces différentes personnes qui n'ont pas échappé aux antibiotiques, est-ce qu'on peut faire l'économie des antibiotiques, ou est-ce qu'on peut espérer s'en sortir sans antibiothérapie? Parce que effectivement, chez moi, c'est chronique. Ça fait plus de 20 ans que j'ai été piquée. Ça a été, ma maladie a flambé il y a 4 ans, suite à un choc psychologique. Voilà, j'en suis là. Et ma question est... Oui, alors, il existe un groupe de médecins Chronimed qui traitent les Lyme avec des antibiothérapies séquentielles, c'est-à-dire 1 mois d'antibiothérapie à forte dose, un arrêt d'1 mois, et rebelote le mois suivant. Et on fait ça pendant 3 ans d'affilée. Je peux vous dire que moi, il y a des gens qui me téléphonent, qui me disent maintenant j'ai un foie foutu, les reins foutus, et c'est encore plus grave maintenant. À propos de vos symptômes, je pense personnellement que c'est un problème d'émonctoire. Avec l'expérience que j'ai depuis 20 ans, j'estime que ce sont surtout les toxines produites particulièrement lors de la destruction des borrélies qui sont responsables des symptômes. Parce que si le foie et les reins n'arrivent pas à les évacuer correctement, ces toxines vont se déposer au niveau des articulations, des muscles, etc. et produire des inflammations. Tout comme au niveau du système nerveux,
je peux vous parler de quelque chose, et je parie qu'il y a des mains qui vont se lever. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont été appareillés contre les apnées du sommeil? Ben vous en particulier, il y en a certainement plus. Tout ça, ce sont des... voilà, 3 au moins. Donc, ces apnées du sommeil viennent des borrélies, je pense, qui attaquent au niveau du cervelet, le centre de la respiration, et provoquent des apnées du sommeil. Oui, ça arrive aussi. Hein. Donc, concernant les antibiothérapies, moi je peux vous dire, j'ai entendu le docteur Raymond qui m'a dit un jour, au bout de 3 ans d'antibiothérapie séquentielle, on a parfois des résultats de l'ordre de 80%. On peut obtenir le même pourcentage de réussite avec des huiles essentielles et en faisant attention au terrain. Donc moi je parle de trois choses importantes. Tuer les borrélies, ça peut se faire avec les huiles essentielles et certaines co-infections. Deuxièmement, jouer sur le terrain. François en a parlé, le problème de l'acidose permanente. J'ai traduit le livre de Hulda Clark, une américaine, qui dit que l'acidose est un terrain favorable aux bactéries, virus, parasites et mycoses. Et combien j'ai discuté avec un gynéco qui a dit les mycoses c'est une bonne aubaine pour nous et les cystites à répétition aussi. Hein. Donc à la limite ça les arrange parce que ça rapporte de la clientèle. Alors qu'il suffirait de changer le pH, s'alimenter mieux, éviter le stress. Et à ce moment-là, si votre pH remonte, ce n'est plus un terrain favorable aux bactéries, virus, parasites, et vous ne faites plus des infections à répétition. Merci. Juste une petite chose encore. Il faut savoir que beaucoup de personnes sont porteurs sains de la borréliose. Alors, partant de cette constatation, pourquoi certaines personnes sont porteurs sains et d'autres sont malades? Et comme vous avez dit très justement, madame, suite à un grand stress, vous avez déclenché quelque chose. Donc, il faut, et comme dit Bernard aussi, considérer que les porteurs sains sont des gens qui ont un équilibre qui est tellement bien, qui est présent, qui fait que ces personnes ont un système immunitaire qui est suffisamment efficace. Donc, leur immunité est bonne et ces bactéries restent bien sagement dans leur coin et ne font pas de dégâts. Par contre, suite à un stress, une acidité, oui c'est ça, eh bien ces personnes vont au contraire avoir des bactéries qui, au lieu de rester sagement dans leur coin, vont se déplacer, vont provoquer des symptômes, vont se développer, se multiplier, et le système immunitaire à ce moment-là va petit à petit perdre du terrain. Et on sait que dans les Lyme chroniques, vous avez un système immunitaire qui petit à petit perd complètement son efficacité, étant donné que les Lyme chroniques sont accompagnés d'immunodéficience. Autrement dit, partant d'un porteur sain qui avait une bonne immunité mais peu de bactéries, on arrive, suite à un stress ou d'autres erreurs, par exemple des erreurs alimentaires, qui consistent à manger trop de sucreries, trop de viande, pas assez de légumes et de fruits, eh bien, vous finissez effectivement par favoriser les bactéries qui vont entraîner cette baisse du système immunitaire et vous rendre complètement vulnérable. Alors, je pense que donc il y a effectivement beaucoup d'éléments à prendre en considération, le traitement certainement, mais aussi le terrain avec l'alimentation et le système immunitaire qu'il faut remonter absolument. Voilà. Merci. Je voudrais juste citer un médecin qui a consacré toute sa vie à la microscopie fond noir et où il a observé du sang frais de bébé à la naissance jusqu'au vieillard. Et à la fin de sa vie, il a dit la chose qui m'a marqué. Il a dit, avec toutes les expériences que j'ai faites sur le sang, je me demande aujourd'hui si nous n'hébergeons pas, dès notre naissance, les futurs germes qui seront chargés d'évacuer notre organisme quand l'énergie l'aura quitté. Quand vous voyez dans la nature un arbre qui meurt, il est tout de suite envahi par des champignons, des bactéries, tout ce que vous voulez, pour le réduire en poussière. Et donc, cette phrase de Enderlein m'a beaucoup marqué. Parce qu'il a observé justement dans le sang des bébés des bactéries sans membrane, c'est-à-dire qui n'étaient pas encore différenciées.
Donc on ne pouvait pas leur attribuer vraiment un nom spécial, mais il a dit que c'est des bactéries qui n'ont pas de membrane. Et s'il y a une maladie qui apparaît pour une raison ou pour une autre, ces bactéries deviennent pathogènes. Donc c'est intéressant de savoir que peut-être nous hébergeons en nous toujours des bactéries qui sont chargées d'éliminer notre cadavre. Alors, une petite expérience personnelle. Moi, je suis moi-même atteint, c'est pour ça qu'on s'y intéresse aussi ce soir, de la maladie de Lyme depuis une dizaine d'années. J'ai eu droit, bien sûr, à je ne sais pas combien de traitements par antibiotiques. Et il y a quelques mois, j'ai rencontré le docteur Lallemand qui m'a donné une feuille avec tout simplement un régime à faire. Et croyez-moi, depuis que je fais du régime, moi j'ai perdu 10 kilos. je fais du sport, mais je me porte vraiment beaucoup mieux. Et rien que ça, c'est déjà beaucoup. Alors le micro maintenant, je passe le micro à Michel Jolidon. Merci. Bonjour. Je voulais rebondir un petit peu sur ce que madame qui était médecin avait dit et sur ce que j'ai vécu. J'ai fait la connaissance de Lyme en 2011. J'avais déjà pas mal de tiques avant, mais jamais un tic qui m'avait infecté. Et ma femme a vu une petite tache rouge là, et j'ai tout de suite pensé à cette maladie. Donc je suis allé voir notre médecin généraliste en lui demandant son avis, et il m'a dit si vous avez gratté, c'est une piqûre de moustique. J'ai dit écoutez, j'ai rien gratté du tout, c'est rond, ça ressemble vraiment à la maladie de Lyme. Il m'a dit non, c'est pas possible. J'ai dit écoutez, je veux un examen. J'ai dû insister. Donc il m'a prescrit un examen, Western Blot, à Mulhouse. Examen arrive négatif. J'en parle à un ami allemand, je lui ai dit tiens regarde, j'ai ça et le test revient négatif. Il m'a dit viens en Allemagne, j'ai une copine qui est médecin homéopathe, on va lui demander son avis. J'ai juste soulevé un petit peu la chemise, elle a dit tout de suite antibiotique et prise de sang. Prise de sang en Allemagne, tout juste douteuse. Mais elle a dit vous avez Lyme, c'est sûr, vous l'avez. Donc vous revenez d'ici 3 semaines refaire une prise de sang. Ce que j'ai fait, 3 semaines full Lyme. Explosion de Lyme. Et j'avais pris des antibiotiques la première fois et la deuxième fois de nouveau des antibiotiques. Et elle m'a dit c'est pas passé, c'est pas fini. Vous me dites si jamais vous sentez une petite fatigue ou quelque chose, vous revenez tout de suite. J'ai laissé passer quelques mois et au bout d'un moment j'étais vraiment claqué. Lyme c'est quelque chose de terrible, hein, ça vous casse. Et j'en ai parlé à mon ami, j'ai dit écoute ça va pas, mais tu te rappelles ce qu'elle t'a dit? Va la voir. Rechute de Lyme. Antibiotique. 1 mois, pas 3 semaines. 1 mois d'antibiotiques, et c'est des antibiotiques qui ne sont pas très chers. Et une chose qui est peut-être intéressante à souligner aussi, c'est que cette femme médecin était aussi homéopathe. C'est-à-dire qu'elle m'a dit les antibiotiques c'est bien, mais pour chaque antibiotique vous prenez ça en même temps, parce que sinon vous allez détruire toute votre flore intestinale. Parce que ce qui donne en France, c'est une bombe atomique pour vous. Ça détruit tout. Et ce n'est pas forcément efficace. Avec ça devrait aller. Donc même si vous avez Lyme, ne vous arrêtez pas la première. Il faut refaire les examens après pour vérifier. Et surtout, si jamais vous avez une petite fatigue, allez-y tout de suite. Parce que Lyme, c'est très pervers. C'est quelque chose de terrible. Voilà, donc là, je voulais juste redire de nouveau une petite précision. Hein, c'est qu'effectivement, le corps médical réagit très mal. Parce que quand on a un érythème migrant, bon, ça signifie effectivement qu'on a la maladie de Lyme. Mais il ne faut pas faire d'examen, il ne faut pas faire de prise de sang à ce moment-là, parce que c'est beaucoup trop tôt. Les anticorps mettent entre 3 et 6 semaines, les premiers à apparaître, d'autres après 2 mois. Donc c'est tout à fait normal que les premiers tests étaient revenus normaux en France. Hein. Et un peu douteux quelques temps après, en Allemagne. C'est ça, oui. C'est ça. C'est ça. Mais ça devient positif quelques semaines après. Oui, c'est ça. Donc l'érythème noué, l'érythème migrant signifie à 100% la présence de la maladie. Excusez-moi, parce que je me suis pris au jeu, j'ai fait les examens en France et en Suisse chaque fois. Et chaque fois en France, on m'a dit jamais été en contact avec Lyme. En Allemagne, vous avez explosion de Lyme. En même temps. Ça, c'est inadmissible. C'est quelque chose que je refuse de comprendre. L'explication peut être la suivante. Comme les borrélies, leur lieu de prédilection, ce n'est pas le sang. Leur lieu de prédilection, c'est plutôt les organes, les tissus. Donc, si elles se trouvent à un endroit quelconque du corps, même au niveau de la thyroïde, elles vont fabriquer des protéines de surface voisines de celles de la thyroïde.
Les lymphocytes qui passent par là, ils ne fabriquent pas d'anticorps, puisqu'ils trouvent que c'est du tissu normal, puisqu'elles ont un manteau qui ressemble au tissu de la thyroïde. Par contre, si par la suite, vous prenez un antibiotique et tout, et que ces borrélies se déplacent pour essayer d'échapper à l'antibiotique, passent provisoirement dans le sang pour aller ailleurs, là, les lymphocytes les reconnaissent en disant ça, c'est des protéines qui n'ont rien à faire dans le sang. Et là, ils vont lancer la production d'anticorps. C'est pour ça qu'au départ, vous pouvez très bien ne pas avoir pratiquement pas d'anticorps. Et ensuite, quand les lymphocytes les reconnaissent dans le sang, ils vont produire des anticorps et là, ça devient positif par la suite. Ouais, donc il a fallu les évacuer. C'est pour ça qu'on a repris des antibiotiques pour évacuer le reste. Mais il s'agit des deux Western blot, les deux français. Négatif, allemand, positif. Oui. Mais il y a différents types de Western blot. Je sais qu'au CNR, ils utilisent un Western blot ancienne génération avec une seule variété de borrélie, Garénu. Et donc, ils passent à côté de toutes les autres variétés. C'est quand même extraordinaire pour un centre national de référence. Bon. Il existe d'autres Western blot qui utilisent 2 ou 3 variétés de borrélie. C'est déjà beaucoup mieux. Mais celui que j'utilisais, qui vient d'Allemagne, utilise 5 variétés, les 5 plus courantes en France. Donc, on a 5 fois plus de chances de trouver quelque chose de positif. Alors, ce que je vais juste terminer pour répondre un petit peu à votre question, c'est qu'il arrivait souvent que les médecins aient un diagnostic clinique presque certain, mais ils voulaient confirmation par la biologie. Ils m'envoyaient la personne, la prise de sang étant faite, on faisait évidemment l'ELISA parce que c'était dans le consensus, mais on faisait surtout le Western blot. Et il arrivait très souvent que dans le premier Western blot fait en toute première intention, on trouvait des résultats qui étaient douteux. Faiblement positifs, avec juste 1 ou 2 anticorps qui réagissaient, mais on ne pouvait pas certifier d'après le réactif, la notice du fabricant, que c'était certain qu'on se trouvait face à un Lyme. Alors, le médecin ayant déjà sa clinique très suspect et un résultat douteux avec le Western blot, engageait un traitement. Et au bout de 2-3 mois de ce traitement, on refusait le Western blot et là, on avait une certitude absolue parce que les anticorps, comme disait Bernard à l'instant, apparaissaient seulement a posteriori suite à un traitement. Voilà. Juste une question naïve, pourquoi est-ce que vous n'ouvrez pas un laboratoire en Allemagne puisque c'est plus simple? Bah écoutez, juridiquement parlant, je ne sais pas si c'est possible, mais pourquoi pas. On peut y songer, oui. Ben, vous êtes très bien placé. C'est triste qu'en France. C'est triste, mais malheureusement, c'est triste, bien sûr. aussi que des médecins qui essayent de soigner leurs malades soient poursuivis par leur ordre professionnel et par les caisses primaires d'assurance maladie. Je pense qu'en Allemagne, il y a un site universitaire à Fribourg qui fait beaucoup d'études là-dessus. Plus ouvert, oui, et il sera heureux de vous recevoir, ça j'en suis certain. Bon. En tout cas, il y a des députés actuellement qui discutent de la question suite au rapport du Haut Conseil de santé publique et ces députés vont se réunir le 5 février, comme on l'a déjà dit. Mais il est vrai que si vous, patients qui circulez sur Internet, vous pouvez faire pression le plus nombreux possible par rapport à vos députés pour leur dire qu'il y a un grave santé qui vous touche de près, vous, votre famille, vos enfants, vos parents, etc., leur dire qu'il y en a marre de ce déni en France et qu'on veut être soigné en France, diagnostiqué et traité correctement et qu'on n'a pas envie d'aller jusqu'en Allemagne ou je ne sais où pour éventuellement trouver une réponse et que la France commence à prendre les choses en main. Si vous dites ça à vos députés, peut-être que le 5 février, au lieu de se retrouver devant un refus de ce vote, de changer les choses, on réfléchisse, plutôt les politiques réfléchissent au fait qu'il y a une lame de fond qui s'est manifestée et qui a dit par centaines de milliers de personnes on veut que la France s'occupe de notre Lyme et on veut que cesse ce déni, eh bien on aura peut-être gain de cause. Vous aurez gain de cause. Et c'est ça. Et donc aller en Allemagne, c'est bien gentil. Oui, ce serait peut-être la formule parce qu'on est à Kiel et que c'est juste à côté. Mais il faudrait quand même que les Français se réveillent, se mobilisent, vous, toutes les personnes ici présentes et vos amis, pour dire aux politiques maintenant, on veut prendre les choses en main et on veut que vous arrêtiez de nous empêcher de nous diagnostiquer et de nous traiter. Voilà. Mais oui, mais ça, il faut en être conscient, oui. Vous savez, il faut aussi qu'on parle un petit peu des différentes associations. Il y a beaucoup d'associations de malades qui fleurissent actuellement. Il y a Réseau Borréliose, il y a France Lyme, Lyme sans frontières, Mélodie, etc.
Ça veut dire que beaucoup de malades commencent à se révolter contre ce déni. Il y a d'ailleurs des actions au niveau de plusieurs grandes villes européennes. Il y en a eu à Berlin, il y en a eu à Lyon en France, etc. Ce sont les malades qui peuvent faire bouger les choses. Nous, non, on est trop isolés. On nous prend individuellement, on nous condamne pour nous faire taire. Mais si les malades parlent, la seule chose qui fait faire peur à nos élus, c'est les prochaines élections. Comme ils veulent être réélus, ils ont intérêt à... Ce n'est pas le peuple qui doit avoir peur des politiques, c'est les politiques qui devraient avoir peur du peuple. Passez le micro à mon homonyme, René Hans. Je ne vais pas parler de médecine, je suis totalement incompétent. Mais je crois que, en tant que citoyens, nous souffrons de deux maladies. Le manque de courage et l'indifférence. Je ne voulais pas venir parce que la santé, ça me fait peur. Alors j'ai vu Thierry avant-hier, il m'a dit viens donc au débat, je suis venu vous entendre et je suis content d'avoir été là. Parce que j'ai vu des actes de courage. Les trois intervenants, il faut les applaudir très très fort. Autant pour leurs compétences que pour leur passion, que pour leur combat, que pour leur courage. Vous savez, lorsque la justice se met contre nous dans son pays, c'est un rouleau compresseur sans raison qui avance. On ferme des entreprises, on tue des entreprises, on tue des vies. C'est votre avenir qui est en jeu, madame. Toute mon admiration pour vous tous. Quand j'étais à la CGPME, j'ai fait le compte récemment sur les personnes, dans mon dos d'un footing, j'ai réfléchi à ceux qui sont venus vers moi parce que attaqués au pénal. Il y en a eu 10. 10 personnes qui ont été salies dans les journaux. 10 personnes qui apparaissaient comme les pires des criminels. Je me souviens d'un qui est parti maintenant à l'étranger parce qu'il ne veut plus vivre dans ce pays. Écrasé par la machine administrative sans cœur et sans âme. Et il me dit, René, tu ne peux rien faire parce que ma fille qui vit en Italie, quand elle tape le nom de son papa, elle le trouve comme un criminel. Il a fait 4 mois de prison préventive. Il n'a eu aucune condamnation. Mais, lorsque vous êtes au banc des accusés, nous tous, au lieu de nous dire, il faut être à côté d'eux, on nous dit, attention, vous ne savez pas tout, surtout ne bouge pas, il n'y a pas de fumée sans feu. Et lorsque vous serez graciés, on vous aura oublié. Je n'attends rien de nos politiques, ils ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent qu'à leur réélection. Lorsque j'ai croisé un vice-président du Conseil général il y a peu de temps, il m'a dit, il veut vous appeler comme Thierry. Est-ce que c'est votre frère? Est-ce que c'est votre fils? Je dis non, je le connais tout simplement. Nous ne sommes pas parents de Thierry, mais tu es considéré comme mon fils, tu le sais bien. Et il me dit, parce qu'il a écrit sur lui des choses très justes, qui ne lui ont pas plu parce que c'est pas bon pour sa réélection, il m'a dit, dis-lui que si je le croise, je l'écrase. Un élu vice-président du Conseil général, maire, ancien député. Mesdames et messieurs, il s'est des millions pour aller défendre la liberté d'expression. Alors, nous tous, autour de nous, parlons de ce journal qui a du courage. Un journal, quand tu te soutiens, tu te fais insulter. Un journal qui ose vous faire parler. Un journal dans lequel, quand on parle de vous, vous savez, il n'y a que 12 000 exemplaires qui sont vendus, mais il y a des photocopies qui se font parce que certains ont honte de l'acheter, mais au Conseil général, tous les fonctionnaires le lisent. Alors, haut et fort, le premier acte de courage, c'est de faire acheter Hebdi, notre journal alsacien, par nous. Abonnez-vous tous, faites abonner les uns les autres et revenez soutenir les débats qui font l'honneur de nos citoyens que nous sommes.
C'est Charlie Hebdo. Moi, je te ferai le chèque après. Hein. Bon, bah, ça c'est dit. La soirée arrive à sa fin. Est-ce qu'il y a encore des questions, des interventions? Oui, voilà. Le dernier mot. Pour moi, en tout cas. Le dernier mot, pour moi, en tout cas, et juste pour vous situer un petit peu le problème, dans le Bade-Württemberg, ils estiment à 3 tiques sur 5 infectés en ce moment. 3 sur 5. Et le Rhin n'est pas une barrière, hein, c'est pas Tchernobyl. 3 sur 5, ça veut dire, ici c'est pareil, 3 sur 5. Donc, quand vous tondez la pelouse, quand vous allez vous balader dans les parcs, chez vous, dans la forêt, n'oubliez pas ça, 3 sur 5. Il faudrait quand même dire 2 mots aussi sur la prévention. Voilà, parce que quand je vois en Allemagne, en Suisse, les panneaux à l'entrée des forêts qui rendent attentifs aux problèmes d'éthique, quand je vois les prospectus distribués en pharmacie en Allemagne, en Suisse aussi, des émissions radio, télé, etc., il y en a beaucoup plus, alors qu'en France, on ne parle pas du sujet. C'est un sujet resté tabou, puisque c'est une maladie rare, on n'en parle pas. Ça, c'est concernant la prévention. Alors, en forêt, je conseille toujours, et je le fais personnellement toujours, j'adore aller en forêt, je suis chasseur, je cherche des champignons, etc. Je mets toujours les chaussettes au-dessus des pantalons. Mettez vos pantalons dans les bottes ou dans les chaussettes, parce que les tiques, quand elles remontent le long, elles sont obligées de passer au-dessus du pantalon. Prenez des habits clairs parce que vous pouvez les voir. Des habits sombres, vous ne les verrez pas. Ensuite, une bonne inspection une fois arrivé à la maison. Inspectez les endroits où elles adorent piquer, c'est-à-dire les endroits où la peau est fine et où la circulation sanguine se passe bien en dessous. Donc, au pli de laine, dans des endroits où la peau est fine et fragile. C'est vrai que dans leur salive, elles ont une substance anesthésiante qui fait que vous ne les sentez pas piquer. Ce n'est que parfois 2 jours après que vous sentez une petite démangeaison. Mais là, c'est déjà un peu tard. Parce qu'une expérience a été faite à Neuchâtel par Madame Lise Guern, qui a travaillé aussi sur l'éthique. Elle a estimé, grosso modo, que pour transmettre la maladie, il faut à peu près 15 à 17 heures de fixation de la tique. Pourquoi ? Parce que les borrélies sont dans l'intestin ou dans le tube digestif, dans l'estomac, et pas dans la salive. Par contre, dans la salive, vous avez le fameux virus de l'encéphalite attique qui peut vous être transmis. Mais uniquement, ce virus est uniquement dans la salive. Après, au bout d'un certain temps de fixation, ne prenez pas des pinces en appuyant sur l'abdomen de la tique parce que vous lui faites régurgiter. Il y a aussi des remèdes à l'ancienne où on disait dans le temps, prenez de l'huile, vous allez l'étouffer. Prenez du gasoil, ça marche très bien, ça tue la tique. Seulement avant de mourir, elle régurgite et c'est là qu'elle vous infecte. Donc utilisez plutôt des pinces genre tire-tique que vous achetez en pharmacie. Plus vite vous les ôtez, mieux ça vaut. Et mettez quelques huiles essentielles, enfin des huiles essentielles qui tuent les borrélies à l'entrée. Ça marche très bien. Voilà pour la prévention. Alors il existe aussi des produits tels que la permétrine, etc., qu'on donne pour les chiens, mais j'estime que c'est un produit toxique, ne le mettez jamais directement sur la peau. Ça pénètre par la peau et c'est toxique. Si vous voulez déjà l'utiliser, mettez-le sur les habits. Voilà. Mais une bonne infection à la rentrée, c'est ça qui est important. Donc un problème extrêmement important, si vous voulez être traité dans les prochaines années, il faut bouger maintenant. Parce que sinon, vous n'aurez plus de médecins. Les médecins les plus engagés en France sont que des médecins retraités, actifs mais retraités. Voilà. Ensuite, je voulais vous dire également, au mois de fin mai l'année dernière, il y avait une formation post-universitaire à Haguenau, pour les médecins du nord de l'Alsace. Et mes confrères ont fait venir le spécialiste Dr Kiefer de Mulhouse. Et comme introduction, il a reproduit l'article qu'il a donné 2 ans auparavant dans le journal d'Alsace que vous devez connaître, dans la région, où vraiment il nous crache sur la figure, il nous traite d'escrocs
et de charlatans. Voilà. Ça, c'est la formation des médecins, de vos médecins, en l'an 2014. Alors, si vous voulez être traité par la suite, il faut bouger maintenant pour que les médecins puissent avoir une formation digne de ce nom et connaître la vérité. Très bien. Donc, les toutes dernières interventions. Juste une petite question. Est-ce qu'il y a sur la région de Mulhouse un médecin qui pourrait être efficace et connaître la maladie de Lyme et donc pouvoir analyser des résultats des tests? Après les déclarations et les interventions du docteur Kiefer, je vais vous dire que tous les médecins doivent avoir peur simplement du mot Lyme. Et j'ai connu des médecins qui ont dit, quand il y a des patients qui sont venus chez eux, qui ont parlé « j'ai peut-être la maladie de Lyme », ne me parlez pas de ça. Il y a un délire actuellement et tout le monde croit aujourd'hui avoir Lyme. Alors, éventuellement, il accepte de faire un test ELISA, dont il sait qu'il sera à 90% négatif. Le problème sera réglé vite fait. Sinon... Oui, il y a des médecins qui ont quitté la région de Mulhouse parce qu'ils étaient poursuivis. Eh oui. Voilà, donc Nicole. Oui. Nicole Schick. Merci. Je voulais encore proposer une solution, peut-être pour presque clore le débat, parce que j'ai cru comprendre que l'important dans le traitement de la maladie de Lyme, c'est le milieu, que la maladie ne peut prendre le dessus que si le milieu est faible. Alors, plus nous sommes forts, et c'est l'appel de René Hans que je soutiens, je propose une solution que je connais et pratique depuis 20 ans, la méditation transcendantale. C'est encore une de ces choses dont on n'a pas le droit de parler en France, mais je le fais maintenant parce que je sais, il y a des études scientifiques, environ 600 études scientifiques, qui prouvent qu'on pourrait économiser plus de 50% du budget santé en France et n'importe où si on payait cette technique aux gens. Elle coûte 1 200 €. C'est la moitié de ce que j'ai entendu d'une journée à l'hôpital. Et pour les maladies cardiovasculaires, par exemple, on a 87% d'économie. De même pour les problèmes de burn-out. Enfin, ça fonctionne pour tout. Pourquoi? Parce qu'on atteint la base à partir de laquelle on renforce tout le système, corps et esprit. Voilà, c'est tout. Je parle souvent de l'esprit. Merci. Je parle souvent de l'esprit positif. Quand vous voyez des gens très dynamiques, qui ont des projets, qui investissent, qui s'investissent, ils se plaignent rarement de symptômes de Lyme. Ce sont des gens dynamiques et je pense que le dynamisme reflète un peu l'état du système immunitaire. Et donc c'est très important aussi d'être positif et ne pas se regarder le nombril et se plaindre sur son sort. Alors, avant-dernière intervention. Alors, c'est Madame, c'est qui va parler? Alors, moi-même, je suis juste une malade qui trouve aussi des solutions, qui a déjà eu l'occasion d'essayer certaines choses. Et entre autres, je suis tombée sur une dame naturopathe qui pratique en Suisse et qui se procure un produit d'Allemagne qui est à base de l'huile essentielle, qui est au plus enrichi aussi en oxygène. Et elle voulait peut-être rapidement vous présenter le produit. Donc elle va lire quelques lignes en allemand et je vais traduire rapidement. Alors, la remède est substituée de 6 huiles essentielles, effectivement, et puis qu'elle est enrichie en plus avec une méthode spéciale en oxygène, justement. Et puis, apparemment,
comme tous les parasites et puis tous les bactéries, etc., apparemment, ils n'aiment pas l'environnement, les cellules qui sont bien oxygénées, que ça devait aussi aider à les tuer, à les éliminer. Ce que je vous propose, c'est que les personnes qui sont intéressées par votre produit viennent vous voir après ça sera plus simple. Je crois qu'il y a une dernière intervention, c'est Guy Hummel. Donc je tiens à féliciter donc les 3 intervenants, le 4e René Hans, et je souhaiterais que vous passiez à toutes les tables en remettant le bulletin d'inscription parce que demain les gens vous auront oublié. Merci, c'est gentil. Il y en a dans tous les magazines qui sont posés sur vos tables. Alors, avant de terminer, je vais laisser encore peut-être un mot de conclusion à l'un de nos 3 docteurs présents ce soir, ou les 3 d'ailleurs. Moi, je pense que effectivement, le fait que vous soyez aussi nombreux ce soir, ça prouve bien que le problème est un problème d'actualité qui touche beaucoup de monde. Et comme on disait tout à l'heure, il faut que vous manifestiez par tous les moyens possibles. Et donc le 5 février a lieu ce vote à l'Assemblée nationale. Et je pense que c'est le moment de contacter vos députés. Même si vous ne croyez pas à la politique, moi je pense que quand même, là, il y a une lame de fond qui s'est constituée et qui est en train de prouver aux gouvernants, que ce soit les administrations, que ce soit les ministères, qu'il y a des centaines de milliers de gens, voire des millions de gens qui sont touchés par cette histoire, et que si vous voulez que les choses changent, il faut qu'eux comprennent que vous avez votre mot à dire, et que s'ils ne vous écoutent pas, eh bien, il y aura peut-être des réactions de votre part en ce qui concerne les élections futures et d'autres choses qui touchent la politique. Voilà, merci beaucoup. Merci. Il est vrai qu'en si peu de temps, on ne peut pas tout dire. Normalement, j'ai une conférence qui dure 3 heures. Mais juste pour aborder un élément un peu plus positif pour l'avenir, je suis en train de travailler sur un sujet qui est passionnant. C'est la phagothérapie. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça vient des pays de l'Est, où ils avaient constaté depuis longtemps que chaque bactérie avait un virus spécifique qui pouvait l'infecter et la tuer. Et donc, actuellement, on essaye de faire des cultures de ces virus, dont il y a le virus, par exemple, de streptocoque. Donc, il suffit de faire prendre au patient ce virus qui ne lui fera aucun autre tort, il ne fera du tort qu'au streptocoque présent. Et donc, on est en train de faire une échantillothéque de tous les virus possibles contre toutes les bactéries existantes. Et j'espère qu'à l'avenir, on trouvera le virus spécifique des borrélies. Donc ça, c'est une voie d'avenir. Il y a celle qu'a préconisée donc Luc Montagnier, et j'en viens d'en trouver une autre qui paraît très intéressante aussi, c'est les cellules souches. Et actuellement, on sait qu'il existe des produits qui permettent de multiplier très rapidement le nombre de cellules souches dans le sang. Par exemple, un extrait concentré de spiruline augmenterait en quelques jours de 25% le nombre de cellules souches dans le sang. Or, vous savez que les cellules souches, ce sont les cellules de départ qui peuvent remplacer n'importe quelle cellule de n'importe quel organe. On commence à appliquer cette technique, par exemple, pour les infarctus du myocarde, dont une partie du muscle cardiaque est sclérosée et complètement nécrosée. On met des cellules souches et elles vont se transformer en cellules cardiaques et réparer les tissus. Donc, c'est des voies d'avenir possibles. Il ne faut jamais être pessimiste dans la vie. Je reste un éternel optimiste. Merci pour votre écoute. Merci. Je voulais juste vous faire part également de bonnes nouvelles, je pense. On a la chance que le professeur Montagnier, qui a tout de même notre prix Nobel, s'intéresse également à la maladie de Lyme. Pour une simple raison, c'est qu'il avait quelqu'un de sa famille toute proche qui était très touché.
et qui s'en est sorti. Donc il a développé des tests également très performants. Et puis vous étiez il y a 2 jours l'écouter également. Et il collabore également avec des médecins. On a un autre projet beaucoup plus important encore qui va se mettre en route, je pense, dans les prochaines semaines. Donc à l'association Lyme sans frontières, on reste dynamique, vigilant et hyperactif. Oui, pour faire un peu d'humour, je voulais juste raconter que l'histoire de Strauss-Kahn en France, j'ai dit l'autre jour à un médecin, sachez que l'apathie totale est un des symptômes de Lyme, c'est-à-dire la fatigue complète, l'épuisement total. Par contre, l'hyperactivité aussi est un symptôme. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été toute ma vie assez hyperactif. Je dormais jusqu'à l'âge de 45 ans, je dormais pas plus que 3 heures à 4 heures par nuit. Ce qui m'a laissé beaucoup de temps pour lire, pour étudier et avoir des loisirs. Donc l'hyperactivité aussi peut être un symptôme de Lyme. Et comme j'ai dit, on aurait pu sauver la mise à Strauss-Kahn en disant qu'il a la maladie de Lyme. On remercie également nos partenaires de nous supporter.